Bonjour, Ariane Crenel et Dominique Bourg. Nous sommes réunis sur la scène du Théâtre des Célestins de Lyon pour la 10e édition du forum Une époque formidable, organisé par la Tribune en partenariat avec Slate. Notre débat va porter sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 que le CIO a confié cet été aux Alpes françaises, c'est-à-dire à la candidature portée par les deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je le précise en introduction, toutes mes démarches pour convaincre un représentant des 10 Jeux de participer à ce plateau se sont révélées infructueuses, comme celles pour obtenir aussi des arguments détaillés soutenant le bien fondé de cette candidature. On ne peut que le regretter pour l'équilibre du débat, bien sûr, et aussi parce que les arguments pro-Jeux olympiques existent, c'est une évidence. Ariane Crenel, vous êtes haut fonctionnaire, prospectiviste, et vous avez créé le podcast Enquête d'avenir. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, spécialiste des enjeux environnementaux, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, la même où maintenant vous pouvez croiser Bruno Le Maire. Votre nouvel essai, Dévastation, la question du mal aujourd'hui, est paru il y a quelques jours au PUF. Jeux olympiques et paralympiques 2030, la folie douce, point d'interrogation. Ainsi ai-je titré ce débat qui ironise non pas sur la boîte de nuit, mais sur le clubbing de jour qui a pour nom la folie douce et qu'on trouve sur les pistes de Courchevel, de Méribel, de Val Thorens, des Arcs ou encore de l'Alpe d'Huez. Je vais prendre quelques minutes pour contextualiser le débat. Le 24 juillet, le CIO a confié aux Alpes françaises l'organisation des Jeux d'hiver. Il n'y a pas eu de surprise puisque la candidature portée par les deux régions associées était seule en lice. L'officialisation définitive était conditionnée à la garantie financière de l'État français. Le Premier ministre Gabriel Attal ne l'avait pas signé. Son successeur Michel Barnier s'y est employé cette semaine, au lendemain de la date butoir qui était fixée au 1er octobre. On parle d'une somme d'environ 520 millions d'euros, mais qui n'est pas encore confirmée. Et si le Parlement ratifie cette garantie d'ici au 1er mars, c'est donc bien la France qui, 6 ans après Paris, accueillera de nouveau les Jeux, selon la répartition territoriale suivante, qui dit beaucoup aux Lyonnais qui sont présents dans cette salle aujourd'hui. La Haute-Savoie accueillera le biathlon, le ski de fond et l'un des 5 villages olympiques. La Savoie, le ski alpin, le saut à ski, le combiné nordique, les sports de glisse. Le Briançonnais, le ski, le snowboard acrobatique. Enfin, Nice-Côte d'Azur, le hockey sur glace, le patinage artistique, le short track, le curling et la cérémonie de clôture. Si le sujet figure au programme d'une époque formidable, c'est parce qu'il suscite d'importantes interrogations d'ordre budgétaire, environnemental bien sûr, politique, démocratique et même philosophique et éthique. Et Dominique, vous serez précieux pour nous éclairer sur ces volets notamment. Et donc je résume ce qui ressort de mes consultations auprès des oppositions associatives, citoyennes ou politiques. Un budget de 3 milliards d'euros et dont on ne sait pas encore précisément ce qu'il recouvre ou qui le finance, budget qu'un rapport de l'Inspection générale des finances commandé par Gabriel Attal anticipe déjà qu'il pourrait être dépassé, et budget établi dans un contexte de dette et de déficit public que nous connaissons tous. La promesse que 95% des sites qui sont utilisés existent déjà, mais sans intégrer l'impact des réaménagements directs ou adjacents comme les voies d'accès, les moyens de transport ou les infrastructures d'hébergement. La discrétion, la fébrilité, certains évoquent même l'opacité des conditions hier de candidature et aujourd'hui d'organisation. Les injonctions du CIO qui ont dicté au final la co-entreprise de deux exécutifs politiquement rivaux et à l'origine engagés chacun sur son propre projet à des échéances différentes. Évidemment, des problématiques écologiques considérables qu'on passera en revue tout à l'heure. Et enfin, dès le départ, un trouble démocratique qu'on peut approcher de plusieurs manières. J'en saisis une parmi d'autres, le sondage à partir duquel la candidature a fondé la supposée légitimité populaire du projet. Sondage, ou plus exactement questionnaire auto-administré, réalisé en octobre 2023, dans lequel 72% des 806 habitants des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes se déclarent favorables. Favorables à l'organisation des Jeux, non. Favorables, je cite, à des Jeux respectueux de l'environnement de nos Alpes françaises et compatibles avec les impératifs climatiques. Ainsi était libellée la question. Peut-être alors faut-il lorgner le sondage en ligne publié le 30 novembre par le Figaro. 93 764 votants s'étaient prononcés. 61% ne souhaitaient pas
que les Alpes françaises accueillent les Jeux. Peut-être aussi faut-il prendre pour référence l'apathie populaire et même la discrétion médiatique, l'enthousiasme, la ferveur qui avait accueilli la désignation d'Albertville 92 nous semble loin. Les conditions de cette désignation soulèvent des questions. Peut-on embarquer tout un territoire dans un chantier monumental sans consulter le vœu de ces 13 millions d'habitants ? Est-il normal d'écarter les rapports très inquiétants de la Cour des comptes et de la Cour régionale des comptes sur l'avenir environnemental et économique de la montagne ? Je le résume en une phrase. Le changement climatique condamne à très court terme le modèle économique d'une grande partie des stations de sport d'hiver. La stratégie montagne de la région Aura est celle de notre époque, dite du soutien au tout-ski. Les finances publiques sont convoquées dans des proportions inquiétantes d'un point de vue éthique. Pour quelles raisons le Conseil économique, social et environnemental régional n'a-t-il pas soutenu la candidature ? Est-il tolérable qu'immédiatement après avoir co-signé une tribune appelant à la tenue de jeux simplement respectueux de l'environnement, le cluster Outdoor Sport Valais, qui fédère la filière économique et industrielle des activités sportives outdoor, se soit vu retirer par la région Aura l'intégralité de sa subvention de 620 000 €, soit un tiers de son budget annuel, avant d'être rétabli quelque temps après sous la pression publique, et ceci très officiellement pour sanctionner l'outrecuidance de réclamer des jeux, je le répète, simplement respectueux de l'environnement. Est-il juste d'engager un projet qui va enchérir substantiellement la valeur de l'immobilier, encourager la spéculation et condamner plus encore les acteurs de la montagne à s'exiler loin dans les vallées ? Est-il glorieux que la candidature des Alpes françaises se soit retrouvée seule en lice après que ses rivales suisses et suédoises, promptes, elles, à procéder à des référendums, se soient retirées ? Voilà quelques questions. La liste n'est pas exhaustive et je m'arrête là. Mais c'est donc par ce biais du sujet démocratique que je vous propose de débuter. Je précise, c'est très important, que tous deux aimaient le sport, aimaient les Jeux Olympiques. Ariane, vous avez même assisté à des épreuves de Jeux paralympiques à Paris. Et à l'image des opposants que j'ai rencontrés, vous n'êtes, je ne crois pas en tous les cas, vous n'êtes pas anti-Jeux Olympiques par principe. Mais d'abord, je me fais l'avocat du diable. Nous venons de l'évoquer avec Boris Cyrulnik à l'instant, nous sortons de Jeux parisiens qui nous ont tous, quasiment tous, enthousiasmés à tout point de vue, qu'il s'agisse des émotions, de l'organisation, des symboles également. La France a été le creuset d'une ferveur planétaire. Vous aussi, avez-vous vibré d'abord ? Oui, oui. Après avoir beaucoup râlé, comme beaucoup de Parisiens, sur les préparations des Jeux Olympiques qui entraînaient tout un tas de nuisances, oui, avoir pu assister à des épreuves, ça m'a fait vibrer. Pour autant, je pense on ne peut pas dissocier les Jeux Olympiques de Paris 2024 du contexte national et politique dans lequel ils se sont tenus. Et on ne peut pas non plus faire mine d'ignorer comment ils sont médiatiquement mis en scène. C'est-à-dire que tout est fait, et tout était fait, je trouve, de manière très, très efficace, pour faire de ces Jeux la parenthèse enchantée dont on a beaucoup parlé dans les médias, pour mettre en scène de manière esthétiquement remarquable les grands monuments parisiens, cette ville-musée que le monde entier nous envie. Et donc, oui, il ne faut pas refuser ce plaisir vibratoire d'être collectivement embarqué. Alors moi, je suis allée voir des sports que je ne pratique pas et que je ne vois pas d'habitude. Et en plus, je suis allée voir pas des finales, pas des épreuves de médailles. Et c'était génial. Mais c'était aussi génial parce qu'il y avait toute une mise en scène d'ordre vraiment du spectacle. Ici, on est dans un théâtre. Et il ne vous a pas échappé qu'il y avait toujours les 3 coups pour ouvrir les sessions, qu'il y avait des animations entre les sets. En l'occurrence, moi, j'ai vu du volley. Donc, entre les sets, il y avait des animations. Il y avait un DJ. Et donc, par rapport à la simple performance athlétique, que les Jeux Olympiques, on nous dit toujours que les Jeux Olympiques, c'est la grande fête du sport. Alors, je pense que c'est la grande fête de beaucoup de choses, mais que celle du sport est pas forcément, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais n'est pas forcément la première en réalité. Et donc oui, on a vibré, je pense, collectivement. Je pense qu'on sera nombreux à se souvenir où on était, ce qu'on faisait quand Léon Marchand a gagné le 200 mètres papillon, parce que c'était un très beau moment. Mais on l'a aussi vécu comme un très beau moment, parce qu'objectivement, on était dans une parenthèse politique, enfin dans une période politique
complexe, inédite, source de forte incertitude et d'inquiétude. Et le fait que ces jeux soient arrivés pour nous finalement distraire, hein, c'est la vocation du pain et des jeux, c'est de nous distraire quand même de nos difficultés ou de nos interrogations. Le fait que ça soit arrivé à ce moment-là, c'est pas neutre, et c'est ce que disait Boris Cyrulnik tout à l'heure. C'est très reposant de ne pas penser. Et à cet égard, je pense que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un moment très agréable pour tout le monde. On n'a entendu aucun homme ou femme politique pendant 3 semaines, et je pense que ça nous a à tous fait un bien fou. Dominique, comment d'abord comment aussi le philosophe s'empare-t-il du sujet et finalement sur la lancée de ces JO qui nous ont rassemblés, pourquoi ne pas penser que les JO 2030 dans les Alpes françaises ne seront pas à la hauteur finalement de ce que nous avons vécu? Déjà, Denis, je voudrais vous remercier de me faire parler de ce que je ne connais pas et de me mettre ainsi dans la position de Bruno Le Maire, qui doit parler d'une économie qui ne détruit ni ses concitoyens ni la nature. Donc ça doit être très difficile, j'ai une grande compassion pour lui. Alors, je suis ni un fanatique, ni un ennemi des Jeux. Cela dit, les derniers Jeux à Paris étaient très intéressants, en ce sens qu'ils ont déjà utilisé les infrastructures existantes. Ils ont mis en valeur le bâti, l'architecture parisienne, donc par là même l'histoire française. Par la manifestation inaugurale, ils ont induit une très belle manière de voir les choses, très festive, très ouverte, très universalisante, très joyeuse. C'était pas exactement, comme je viens de dire, rien de l'ambiance du pays à ce moment-là. Donc effectivement, tout ça m'a beaucoup plu. Moi, ma seule pertinence, c'est de souligner l'écart entre, si vous voulez, de reproduire quelque chose du passé, en fait, dans un contexte qui est totalement différent, et ceux qui tiennent absolument à le reproduire, c'est ceux qui, dans la vie de tous les jours, dénient la situation dans laquelle nous nous enfonçons. Et ça, effectivement, j'ai beaucoup de mal, en quelque sorte, à l'accepter. On aurait vraiment besoin de gestes forts pour nous faire comprendre que là, on a vraiment tourné une page, on est en train d'entrer dans une période qui va être dangereuse, qui va être difficile à vivre, et on nous ressort, si vous voulez, le passé. Et là, on va bien, puisqu'il s'agit d'hiver, on est avec des sports qui sont des sports d'infrastructure, qui exigent des aménagements, qui exigent une certaine forme de climat. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques d'été. Sauf s'il y avait fait 50 degrés à Paris, et Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Là, effectivement, la fête aurait été vraiment beaucoup plus rude. Et donc, c'est ça que je trouve complètement absurde, et avec un déni, même une incapacité d'entrer en résonance. Et effectivement, vous l'avez souligné dans votre introduction, et les Suédois et les Suisses, et je suis double national, eh ben, c'était absurde pour eux d'organiser les Jeux. Quel est le pays qui va le faire ? Celui qui a je ne sais plus combien de milliards de dettes et qui franchement n'est pas très exemplaire sur nos questions écologiques, c'est quand même complètement dingo. L'absence de référendum, j'imagine que ce serait inenvisageable en Suisse. On connaît la culture des Suisses. Au corps défendant de Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, quand ils ont été réélus en 2021, à l'époque, ils ne pouvaient pas présenter de projet puisqu'il n'existait pas encore. Donc il est normal que le projet des JO n'ait pas figuré dans leur programme. Mais après, aurait-il dû, pour des raisons démocratiques, consulter la population, au moins des régions qui les concernent ou des 4 départements directement impactés par les Jeux Olympiques? Alors ça a été fait, par exemple, l'exemple n'est pas très bon, mais parce que ça a été fait pour Notre-Dame-des-Landes. Parce que c'est l'article 11, je crois, pour la Constitution. On peut pas, pour un référendum, on ne peut pas faire un référendum national sur les Jeux. C'est pas possible, c'est illégal en France. En revanche, à l'échelle locale, une consultation. Voilà, on peut consulter. Ça a été fait effectivement pour Notre-Dame-des-Landes. Oui, ça serait la moindre des choses. C'est quand même intéressant que ces 2 autres pays l'aient fait et pas nous. Et en plus, Laurent Wauquiez, c'est quand même quelqu'un qui a mis en avant de son action politique un déni extrêmement fort de toutes les questions écologiques. Et c'est lui qui se propose d'organiser les Jeux en 2030. Je trouve ça vraiment, si vous voulez, c'est pitoyable, c'est médiocre. Comment vous interprétez ce hiatus, justement, entre le discours
et ce qu'on risque de découvrir dans 6 ans? Il y a une cohérence de leur part, il y a une cohérence totale. Et c'est pas que, hein, de manière générale, c'est assez curieux ce qui se passe aujourd'hui. En fait, si vous voulez, depuis quelques années, ça a commencé avec je suis désolé, hein, je vais parler d'écologie quelques secondes, mais pas très longtemps, mais simplement pour vous sensibiliser aux choses. Depuis 2018, on a cet aspect du climat qu'on appelle les canicules a vraiment profondément changé. C'est-à-dire, si vous prenez la première décennie de ce siècle, vous avez eu 3 grandes canicules de 2001 à 2010. 2003, tout le monde s'en souvient. 2007, c'était l'Australie. Et 2010, c'était la Russie. En fait, petit à petit, depuis 2018, s'est installé un climat. Regardez cette année, les canicules, elles se succèdent partout, en permanence. Vous avez même des canicules d'hiver. C'est-à-dire, si je prends par exemple l'hiver austral, celui qui se termine, là, eh bien, cet été, au mois d'août, vous avez des 40 degrés au Brésil et ailleurs, en hiver. Donc, vous avez un climat qui est devenu complètement fou. Et cette année, par exemple, alors nous, on était vraiment à part, hein, cette partie de l'Europe, mais on a accumulé toutes sortes de records. Et on sera une année probablement à un 6. En tout cas, si je prends le août dernier, je remonte 12 mois avant, et donc on est déjà sur une moyenne d'un 6. Et l'an dernier, on était presque à un 5. J'ajoute, on a commencé à découvrir ça avec les méga-feux. C'était la même chose. Premier 2017, le très gros, c'est l'Australie, 2019-2020. Et depuis, ça ne cesse pas. Tous les grands massifs forestiers connaissent des incendies gigantesques, que ce soit le Congo, que ce soit le Brésil, que ce soit les autres pays d'Amérique latine, que ce soit la Sibérie, etc. Et là, cette année, on a la même chose avec les inondations. Je vous rappelle que c'est une loi physique. Si, imaginez que dans cette salle, vous ayez une piscine, tout soit fermé, vous augmentez la température d'1 degré, vous auriez 7% de plus de vapeur d'eau dans la salle. Dans la nature, c'est un petit peu moins, mais on est pratique. Alors, sur l'année, on est à 1,5 degré, même un peu plus. C'est grosso modo 10% d'humidité de plus. Demandez s'il y a dans la salle des gens qui sont spécialistes de construction. On le constate déjà dans la construction. Et donc là, on a, si vous voulez, parfois par endroit, entre de 200 jusqu'à carrément 1200 mm en 72 heures. Imaginez, vous prenez cette salle-là, vous prenez un immense Karcher et vous y allez. C'est ça que ça donne. Donc, quand on commence à rentrer là-dedans et qu'on veut réorganiser les Jeux olympiques de grand-papa quand il n'y a pas de neige, bah ça s'appelle de la connerie. Ariane, ce qui vous semble relever de l'hérésie avec ces JO 2030, d'un point de vue très concret en termes écologiques, en termes environnementaux. Alors bien sûr, on parle de cette concentration des sports de glace à Nice. Oui. C'est parce qu'Estrosi veut construire une nouvelle patinoire et plutôt que de la faire payer par le contribuable niçois qui l'élit, il préfère le faire payer par l'ensemble des contribuables, donc vous et moi, qui ne vivons pas à Nice, mais qui seront amenés à éponger la facture du déficit des Jeux. Hein. Pas plus compliqué que ça. Le biathlon au Grand Bornand à 900 mètres d'altitude, tous ceux qui ont vu des photos, des images du Grand Bornand cet hiver, sans neige et surtout avec une chaleur telle que la neige de culture devient quasiment impossible à fabriquer. Voilà 2 sujets. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, concrètement, justement, peuvent nous éclairer sur les questions qu'on doit se poser sur ces JO? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on lit le dossier de candidature, quand on lit tout ce verbiage de la candidature et de la réponse à la candidature par le CIO, les conditions de faisabilité technique, etc. Quand je lis ça, je partage l'avis de Dominique, il y a une déconnexion absolue entre la réalité physique des choses, telle que l'expérimentent les gens qui vivent à la montagne ou de la montagne, et puis une espèce de vision complètement hors sol qui vous raconte que ça va être des jeux du développement durable, que ça va être un impact limité, qu'on va décarboner les mobilités. Et c'est frappant de voir que les décideurs politiques, en l'occurrence Renaud Muselier, Laurent Wauquiez, leurs équipes, endossent complètement ces mots qui n'ont plus aucun sens en réalité. Et Boris Cyrulnik le disait tout à l'heure, les mots donnent à voir quelque chose. Et là, en l'occurrence, les mots donnent à voir l'incapacité d'accepter que le monde
de demain, ce ne sera pas celui d'aujourd'hui, saupoudré d'un peu de technologie. C'est la tendance qu'on a, moi je fais de la prospective, c'est la tendance qu'on a naturellement. Quand on dit 2030 ou 2050, on se dit ça va ressembler à aujourd'hui, plus un peu de progrès technologique. Et pour répondre à votre question sur la neige artificielle, aujourd'hui, on sait faire de la neige artificielle jusqu'à 15 degrés de température positive, mais ce n'est pas de la neige, c'est de la glace pilée, en fait. C'est une espèce de, on va dire, de la neige de synthèse. Et la question que sont déjà en train de se poser les membres du CIO, c'est comment préparer les athlètes à faire leurs épreuves, non plus sur de la neige, mais sur ça. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est... Et parallèlement à ce décollement finalement que vous avez des discours par rapport à la réalité physique des choses, vous avez une séparation de la pratique des sports d'hiver de leur environnement naturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, les plus grands complexes de ski qui sont en projet ou qui s'ouvrent, ils sont dans des centres commerciaux fermés à Dubaï. C'est le projet Trojena en Arabie Saoudite. C'est Shanghai, exactement, j'allais y venir, et où on intègre finalement la pratique de la glisse dans une expérience de shopping un peu plus large, et on voit bien qu'on décolle complètement la pratique du sport d'hiver, de l'hiver, de l'environnement montagnard, et de son cadre naturel. Et c'est pas du tout neutre, ça, en fait. C'est pas neutre. Et le CIO, il faut comprendre que le CIO est absolument terrifié. Le CIO, c'est une organisation à but non lucratif, blablabla. Ils ont 700 collaborateurs au siège, et une partie de leur budget vient de c'est pas une taxe, mais du pourcentage finalement qu'ils récupèrent de la billetterie, d'un certain nombre de prestations qui ont lieu pendant les Jeux. C'est le broadcasting, donc c'est les droits télé. Ils n'ont qu'une trouille, c'est que ça disparaisse. Donc ils doivent absolument trouver comment faire perdurer cette grand-messe. Je disais tout à l'heure, le sport n'a plus grand-chose à voir là-dedans finalement, même si c'est toujours ça qui est mis en avant. Mais leur première trouille, c'est de ne pas se faire piquer l'organisation de grands événements planétaires par les nouvelles diplomaties du sport des États du Moyen-Orient. La France a abdiqué devant le CIO sur ce sujet, en particulier des JO 2030. D'abord en se laissant imposer une date, en laissant imposer aux deux candidatures initiales justement de se rapprocher, alors que tout le monde connaît la nature des relations en plus entre les deux exécutifs. Est-ce qu'il y a quand même là un problème de fond vis-à-vis du CIO dont l'exemplarité est relativement douteuse? Je ne sais pas si on a abdiqué, mais on l'a fait vraiment de notre plein gré, avec une grande volonté de... derrière cette candidature, il y a Laurent Wauquiez qui est présidentiable en 2027. Voilà. C'est ça le sujet. J'ai un ami qui dit que quand il y a plus de capacité d'action, on représente. Et donc c'est vrai que comme le politique aujourd'hui est très impuissant, pour plein de raisons, pour des raisons budgétaires qu'on a évoquées, mais aussi pour des raisons où la verticalité du pouvoir et la manière d'organiser le monde par le droit, elle est de moins en moins adaptée à la vitesse et à l'hypervitesse du monde technologique dans lequel on est. Et c'est comme ça, c'est pas en disant que vous allez réglementer l'intelligence artificielle que vous allez empêcher ces développements. Donc il y a une impuissance du politique qui est extrêmement forte, et donc qu'est-ce qui reste comme manière d'exister en tant que représentation du pouvoir politique, entre autres ce genre d'événements? Dominique, vous êtes philosophe spécialiste de l'environnement, de l'écologie. Moi, j'ai une question très simple. On voit le mur vers lequel nous avançons à grands pas, et depuis la Coupe du Monde de football au Qatar, donc je pense Coupe du Monde de football au Qatar, prochain Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en Arabie Saoudite. Prochaine Coupe du Monde de football sur 3 continents, Europe, Afrique du Nord et Amérique du Sud. Comment, cette distorsion totale, comment le philosophe peut-il l'expliquer? Ariane l'a déjà expliqué en montrant en quoi le fait d'aller faire du sport d'hiver sous une espèce de dôme artificiel à Dubaï, c'est effectivement s'arracher à la nature, s'arracher aux intempéries, s'arracher au climat, et c'est même s'arracher à l'histoire du sport, puisque effectivement c'est lié au shopping, etc. Ça n'a absolument plus aucun sens. Et là, on retrouve 2 choses. La première, c'est en harmonie totale avec, je dirais presque, le point de départ de notre civilisation,
qui est en fait en train de se déliter. L'idée originelle, si vous voulez, c'est l'avènement de la science moderne qui va nous amener à penser ça. Elle va être en rupture avec toute la manière dont on pouvait penser la nature comme un emboîtement d'êtres vivants. Et au contraire, on va décréter que la nature, c'est un agrégat de particules mécaniques, donc matérielles, sans intériorité, sans sensibilité, sans sens, sans possibilité de quoi que ce soit. Et puis on va mettre les êtres humains en dehors, ils sont du côté de Dieu, puis à un moment donné on va le trouver un peu embarrassant et on va rester tout seul. C'est l'anthropocentrisme un petit peu. Alors oui, alors ça commence par un théocentrisme et ça finit effectivement par un anthropocentrisme très, très, très affirmé. Et à partir de ce moment-là, si effectivement, eh bien, il en va de la nature ainsi, c'est une accumulation d'agrégats, elle se forme par choc, donc les êtres humains lui sont étrangers. Et donc, si les êtres humains lui sont étrangers, ça veut donc dire que le développement des êtres humains, c'est l'arrachement à la nature. C'est la destruction, on dira, du capital naturel auquel on va substituer eh bien, de la nature transformée, de la nature valorisée par les activités économiques et donc bel et bien détruite en tant que nature, comme nos sports d'hiver, avec la manière dont vient les décrire Ariane. Donc, on est vraiment là. On est là, et je vais vous dire, Denis, la prochaine fois que les Jeux olympiques seront réalisés, ce sera sur Mars. Parce que là, effectivement, il n'y a pas d'eau, il fait froid, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est excellent. Demandez à Musk, c'est la prochaine fois, il va nous organiser les Jeux là. Donc, il y a, si vous voulez, c'est l'espèce de cristallisation d'un déni de réalité qui est extrêmement puissant. Le climato-dénialisme, c'est ça? Oui, on ne veut pas voir, tout simplement. On ne veut pas voir, et pour nous aider à ne pas voir, il faut créer comme ça des faux semblants. On va faire un faux semblant de Jeux Olympiques. Et le gag, c'est qu'on vous dit que ça va être durable en plus. Là, franchement, ça veut dire déjà qu'ils n'y connaissent rien pour dire ça. Ariane, vous avez soulevé en fait un sujet aussi qui me semble assez fondamental. C'est finalement notre rapport éthique au sport. Ces Jeux Olympiques 2030, les questions que ces Jeux soulèvent suggèrent justement que nous sommes déportés de ce que devrait être peut-être un rapport au sport qui inclut une relation à la croissance raisonnée, une relation au bien-être, à la performance qui soit contenue. Là, on est en train en fait de sortir complètement de nos gonds avec ces Jeux 2030, mais je ne veux pas me focaliser en fait sur ces Jeux 2030, mais au-delà de ça, sur la manière dont nous concevons le sport aujourd'hui, l'événement sportif. En fait, on sort de notre rapport raisonné au sport lui-même. Je crois que pour le coup, les JO sont une espèce d'émanation, pour ce qui est du sport, sont une émanation éclatante de l'époque moderne et de la révolution industrielle. En fait, la notion de performance, elle arrive là. Elle arrive quand on peut commencer à chronométrer. Donc elle arrive avec cette logique de finalement rationalisation à l'extrême et optimisation à l'extrême du geste et du temps. Ça, c'est pour les usines de fabrication. Et on va retrouver ça dans la logique sportive, et les Jeux olympiques finalement vont devenir une espèce de manifestation, un vrai semblant pour le coup de cette période-là. Et de la même manière que cet imaginaire est en train de s'affaiblir sur le plan économique et même sur le plan politique, au niveau du sport, c'est aussi en train de changer. Alors moi, je suis une fan de sport depuis très très longtemps. J'adore le sport, j'en fais pas mal, et j'ai toujours aimé aller dans les stades ou aller assister à des compétitions, parce qu'il s'y passe quelque chose en termes de rassemblement populaire que je trouve très intéressant et auquel je prends part bien volontiers. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous poser une question. Bon, savez-vous combien de médailles étaient décernables pour les épreuves de tir au JO 2024? À peu près. Aucune idée. À peu près. Vous savez, pour le tir. 50. À peu près 50, exactement. Vous vous rendez compte? Qui ici connaît les épreuves de tir? Bon, demandez à un jeune s'il connaît les épreuves de tir des JO, il va vous regarder comme ça. Demandez-lui s'il connaît Inox Tag. Oui. Vous n'allez pas avoir la même réponse. Et donc, par rapport au sport, finalement, pour moi, le rapport qu'on entretient avec le sport, il peut pas être dissocié de l'affaiblissement des grands récits collectifs et politiques. Comme il n'y a plus de projet collectif, Évoquait très bien faible. Boris tout à l'heure. Exactement.
et il y a un affaiblissement très fort de ça. On n'arrive pas à mobiliser autour d'un projet collectif nouveau. Je n'aime pas dire durable, parce que vraiment, je déteste ce mot, mais en tout cas souhaitable, ou quelque chose qui pourrait de nouveau faire collectif autour d'un modèle différent, parce qu'on a beaucoup de mal, ce que je disais tout à l'heure, à se projeter dans un avenir qui serait différent. Donc on a beaucoup de mal à imaginer à quoi pourrait ressembler quelque chose où la croissance ne serait pas au cœur de nos réflexions, où le plein emploi ne serait pas quelque chose d'intangible. On a beaucoup de mal à sortir de ça. Et donc, ce récit il s'affaiblit de toute façon parce que le modèle est à bout de souffle, mais il est remplacé par rien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se retourne sur soi. Et comment est-ce qu'on exprime ce retour sur soi? Pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais principalement dans 2 directions, la religion et le corps. Et le corps, ça passe donc par le sport beaucoup. Quand vous regardez les pratiques des jeunes, les pratiques du sport, alors il y a beaucoup de e-sport, qui est encore un autre sujet, mais dans le sport, on va être dans la mise en scène de soi dans le sport beaucoup, et c'est évidemment renforcé par les réseaux sociaux. On a vu avec l'intégration de disciplines très particulières au JO de Paris, comme le breakdance, le CIO essaye de capter les pratiques émergentes partout, parce que là encore, il n'a qu'une trouille, c'est qu'il y ait moins d'audience télé, et donc il faut amener les jeunes à regarder les JO. Et pour les sports d'hiver, entre guillemets, c'est pareil. Qui croit encore, j'ai adoré lire dans le dossier de candidature, que ça allait permettre de rendre les pratiques de sport d'hiver populaires, accessibles, etc. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un responsable de la station de ski des saisies de la mairie qui me disait, mais tu sais, nous maintenant, on a une ligne budgétaire dans les crédits de la commune pour financer le forfait à l'année des gamins de la commune parce qu'ils ne peuvent plus se le payer. Donc vous avez des gens qui viennent du Brésil, amenés par charter, par le Club Med, pour faire du ski, parce qu'eux, ils sont en vacances en janvier, donc on va faire venir des centaines de Brésiliens. J'ai rien contre les Brésiliens, ils sont très sympas, mais c'est... Quand on y pense, on se dit, bon, donc les mecs, ils viennent de Rio, machin, pour faire du ski en France, et à côté, les locaux ne peuvent pas faire de ski parce que les forfaits sont trop chers. Et effectivement, la Cour des comptes démontre d'ailleurs que les JO 2030 vont enchérir très fortement le coût, la valeur de l'immobilier, et donc reléguer plus loin encore. Alors ça, c'est assez lié au modèle de développement des stations françaises. C'est pas le même en Suisse, Dominique connaît certainement bien, ni en Autriche. En Suisse, en Autriche, pour la faire très courte, c'est les hôteliers qui étaient déjà dans les villages, constatant au début du XXe siècle que la grande bourgeoisie ou l'aristocratie anglaise trouvait rigolo de glisser sur des planches en bois, ils se sont dit, bon, on va se regrouper collectivement et puis on va financer l'installation d'un petit tire-fesse. En France, c'est l'inverse. On fait des investissements massifs dans des remontées monstrueuses et après, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Donc on construit des... C'est la politique de l'offre. Et donc on est exactement dans l'autre politique, ce qui explique que les stations... Moi, j'ai passé une partie de mon enfance en Suisse. La première fois que j'ai skié en France, j'avais 20 ans. Je suis allée aux Arcs 1800 et quand je suis arrivée, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on a pu faire ça ? Et on voit bien qu'on est dans un rapport à l'environnement qui n'est pas du tout le même. Et en France, où on aime beaucoup les catégories, on a fait le plan montagne et on a décidé qu'à tel endroit, on ferait des hôtels, on ferait des pistes et on est hors sol. C'est exactement ce que Dominique disait tout à l'heure. On est déconnecté de l'environnement déjà au départ. Ce n'est pas du tout le cas en Suisse et en Autriche. Tout à l'heure, ce matin, on parlait des nouveaux moyens, des nouveaux instruments de démocratie, notamment des conventions citoyennes, et certaines ont très bien fonctionné, notamment sur la fin de vie. Est-ce qu'on peut encore imaginer que l'organisation des Jeux 2030 puisse faire l'objet je reviens, non pas de consultation publique, mais carrément une convention citoyenne? Peut-on imaginer des mobilisations, parce qu'il est encore temps, non pas d'arrêter les Jeux 2030, mais d'essayer réellement de les concevoir, peut-être dans des limites, on va dire, supportables? Est-ce que c'est envisageable, ça? Oui, je pense que le vrai enjeu là, c'est quelle est la question qu'on posera s'il existait quelque chose comme ça. Rien n'est impossible. Hein. Je ne pense pas que ce soit trop dans l'air du temps des porteurs. D'où la question que j'évoquais tout à l'heure du sondage qui avait donné lieu. Quelle est la question qui va être posée? Parce que pour moi, une bonne question qui pourrait être posée à une convention citoyenne, c'est quel est l'héritage dont on ne veut pas de ces JO? Plutôt que de se demander, c'est toujours facile en prospective, on se dit, tiens, je vais choisir tel scénario, il me plaît le plus et je vais me demander comment je vais arriver à ce scénario. Pour moi, c'est un non-sens. Il faut commencer par se demander qu'est-ce qu'on ne veut pas voir advenir. Alors, si la question vous a été posée, que répondriez-vous?
Sur qu'est-ce que je ne voudrais pas comme héritage. comme Et héritage. même question à Dominique après. Je pense que je ne voudrais pas d'un héritage physique en dur qui obère les capacités de transformation de ces territoires. Je pense que c'est, en premier, ce qui me vient, c'est ça. C'est la folie. Là, quand on voit qu'il y a 5 villages olympiques, ils ont beau vous dire qu'on va après en faire du logement étudiant ou ce qu'on veut. Entre construire de nouveau ou réhabiliter les 50% de lits froids qu'il y a sur la plupart des stations, pour moi, l'arbitrage en termes d'intérêt général, il est assez vite fait. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais... Je dirais qu'il y a aussi, Ariane l'a dit juste avant, il y a aussi un modèle socio-économique qui est vraiment le modèle suivant, c'est-à-dire on a des élites planétaires qui sont très argentées, qui n'ont pas de limite, en tout cas apparente comme ça dans leurs moyens, et qui investissent des lieux divers, des lieux spots, en un certain sens, en les dénaturant, c'est-à-dire effectivement en apportant une hiérarchie des prix, etc., qui est totalement insupportable par les populations locales. Et donc, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec le ski coopératif, etc. C'est les acteurs locaux qui montent ça. C'est vraiment un modèle international. Et donc, à la limite, alors là, je vais aller un peu loin, mais si on voit les vieux fantasmes d'Himmler dans les années 40 pour la France, c'était à peu près de le transformer en immense nain de Jean de Jardin. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait été là pour distraire et pour servir les Ariens. Bon. Et en fait, c'est un peu le modèle qu'on prend. C'est-à-dire c'est un peu un modèle à 2 vitesses. Et Paris peut devenir, par certains côtés, comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer des lieux qui sont pour une espèce d'élite internationale qui est la plus destructrice. C'est-à-dire c'est elle qui, grosso modo, si je donne les chiffres, si vous voulez, 10% de la population mondiale, alors les 10%, nous on en fait partie, mais 10% de la population mondiale, c'est en gros, j'arrondis, parce que c'est 37, 43, mais pas pour disons, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis les 50% les plus pauvres de la population, c'est 15%. Donc et dans ces 10%, en fait, 1%, c'est presque la quasi-totalité des 10. Donc on va faire des lieux pour cette classe de gens, et c'est cette partie de gens qui est totalement irresponsable et qui détruit, et pour toutes les générations à venir, et pour au-delà de l'espèce humaine, qui détruit l'habitabilité de cette planète. Et pour moi, ces jeux, tels qu'ils sont conçus par nos 2 présidents de région, ils sont assez proches de ce type de modèle-là. Alors maintenant, est-ce qu'on aurait pu, oui, faire quelque chose comme une forme alors effectivement, une convention citoyenne, c'est intéressant, mais alors il aurait fallu faire comme les Suisses, c'est-à-dire il aurait fallu prendre ça très en amont, plusieurs années avant, et faire réfléchir les gens localement en les confrontant à une expertise qui leur dit, ben voilà, vous commencez à voir ça, mais dans 5-10 ans, ça va être comme ça, comme ceci. Et là, je suis quasi certain que les gens auraient dit non. Et ensuite, on n'aurait pas évidemment mis en lumière que les aspects climatiques, écologiques, mais aussi les aspects sociaux, les aspects économiques, les effets sur le patrimoine, les effets sur le coût de la vie en général, etc., les effets sur l'accès à la montagne du reste de la population. Et je suis quasi certain, mais il faudrait le faire, que la réponse aurait été négative. Lorsqu'un exécutif conçoit délibérément un budget faux, on parle de budget insincère. Là, peut-on parler d'une candidature, d'un projet, d'un récit qui est délibérément insincère? C'est-à-dire un récit qui va nous tromper sur la réalité de ce que nous découvrirons en 2030. Oui, moi je pense qu'on peut absolument dire ça, mais j'ai envie de dire c'est possible parce que ça s'inscrit dans globalement des discours politiques et des budgets nationaux qui sont insincères depuis les années 80. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette déconnexion possible entre ce qu'on raconte et puis la réalité physique des choses? Qu'est-ce qui fait qu'on l'autorise collectivement? Il faut qu'il y ait un consensus collectif qui permette de dire des bobards aussi énormes. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est parce qu'il y a globalement, on est dans un environnement où l'insincérité n'a jamais de conséquences. N'a jamais de conséquences, l'insincérité. Enfin, moi, j'ai travaillé 15 ans dans la fonction publique et le projet de loi de finances, on sait bien que ça marche pareil quand un entrepreneur il veut vendre sa boîte à un autre entrepreneur ou à un fonds, il va faire ce qu'on appelle du window dressing. Donc il va
il va enjoliver, il va habiller la mariée, quoi. Voilà. Mais on fait exactement la même chose. Et là où moi j'ai pas de 2030, en fait, c'est très près par rapport au fantasme, je vais reprendre le terme de Dominique, mais au fantasme d'aménagement, notamment ferroviaire, où on se dit les gens qui écrivent ça n'ont jamais eu la notion du temps qu'il fallait pour fabriquer des trains, pour fabriquer une voie ferrée. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Renaud Muselier a promis des avions à hydrogène. Oui, non, mais ça, alors là, me lancez pas sur les avions à hydrogène. Hein. On revient à ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas envie de changer de système. Pourquoi ? Parce que, on est flippé. C'est incertain, on ne sait pas dans quoi se projeter, donc on s'accroche à ce qu'on connaît en se disant le progrès technique va nous sauver. Et c'est quelque chose qui permet à beaucoup de structures de se rassurer. Une boîte comme Airbus, si vous lui dites demain le trafic aérien c'est divisé par 5, bah derrière il y a des dizaines de milliers de personnes dont elle ne sait pas quoi faire. Et tant qu'il n'y aura pas... En fait, moi, ce qui me gêne vraiment, et 2030, c'est un très bon exemple pour ça, c'est que donc c'est très proche dans le temps, trop proche pour réaliser de manière qualitative tout un tas de choses qu'il faut réaliser pour organiser ces JO. Et en même temps, c'est trop loin par rapport aujourd'hui au niveau d'incertitude sur les manifestations climatiques dans lequel on est. Alors, ils se raccrochent tous à ClimSnow. Vous avez sans doute entendu parler de ClimSnow, qui est cet outil de projection météorologique développé notamment par l'INRIA. Bon, donc ils se raccrochent tous à ClimSnow pour dire oui, mais en 2050, dans le modèle en gros de ClimSnow, il y aura encore de la neige suffisamment, blablabla. Bon, sauf qu'après, quand vous discutez avec la compagnie du Mont Blanc, ils vous disent, nous, pour les aménagements d'une nouveau télécabine de Montanvert pour aller voir la mer de glace, quand on a décidé des investissements, on s'est basé sur les pires scénarios climatiques. Les pires. Vraiment, on a pris les pires pour se dire, bon voilà, on prend le pire, comme ça, en termes d'amortissement, on est quand même sécurisé. En 3 ans, les pires prévisions avaient été explosées, balayées. Donc on voit bien que la seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que demain ce sera pas sûr. Et donc voilà, donc je reviens à ma question, qu'est-ce qu'on ne veut pas avoir pendant ces JO ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir pendant ces JO ? Quel héritage ne voulez-vous pas ? Ça, je vais vous le dire avec gourmandise, mon cher Denis, mais juste avant, je voudrais revenir sur la question de l'insincère. Je pense que c'est trop sympa. Moi, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas lié au jeu, mais c'est en fait la même mentalité, c'est la même manière de voir les choses. Vous vous souvenez, cette année, Bellinck, une petite localité du Pas-de-Calais, a été inondée 3 fois. Quel a été le discours du président de région ? Il a dit aux gens, en fait, si vous êtes inondés, c'est parce que les écolos nous empêchent, pour protéger une espèce de grenouille, de curer nos cours d'eau. Alors déjà... Très rapidement, vous avez vu ce que ça donne, 200 à 400, même au-delà millimètres en quelques jours, parfois en quelques heures. Et bien, ça vous donne des inondations jusqu'au niveau du toit. Franchement, si vous curez les cours d'eau, vous allez gagner une tuile. Premièrement. Deuxièmement, c'est complètement crétin parce que dans ce genre de choses, la meilleure chose qui soit, c'est de laisser les méandres des cours d'eau. Parce que si vous avez des cours d'eau tout droit, ça accentue évidemment, ça va renforcer les endroits où l'eau va s'accumuler. Évidemment, le président de région, en l'occurrence, il sait très bien que ce qu'il dit est faux. Donc il n'est pas simplement insincère, il ment de manière éhontée. Et pourquoi ment-il de manière éhontée ? C'est parce qu'en face, on le croit. Parce qu'on n'a pas envie de voir. Il n'y a pas que le président de région qui n'a pas envie de voir. Nous tous, on n'a pas envie de voir non plus. Ariane tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais en voir autre chose. Avec un ami, Nicolas Boulon, on avait publié il y a un peu plus d'un mois une tribune dans Le Monde à ce sujet-là. Si vous voulez, il y a un psychologue des années 30 qui disait, voilà, il y a 2 formes de concepts. Je suis désolé, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a les concepts saturés et les concepts insaturés. Un concept saturé, le concept, il donnait lui comme exemple l'exemple de frère. Même à 2 ans, on demandera tout à l'heure à Boris s'il est d'accord, même à 2 ans, n'importe quel enfant sait qui est son frère et qui est sa sœur. En revanche, je lui demandais, si vous lui dites quel est le frère de ton frère, et pourtant c'est lui-même. Parce que là, effectivement, il y a une réflexivité, on prend du champ, on devient sur quelque chose de plus abstrait.
Et on est tous perdus. Or, la notion saturée de nature, eh bien, c'est la notion selon laquelle la nature est méchante, mon cher Denis. Hein, c'est les ronces qui nous lacèrent la peau, c'est le gel qui nous refroidit, c'est le virus qui nous attaque, c'est les intempéries qui ruinent mes récoltes, etc. Bon, et même la peau de banane qui me fait tomber. Donc la nature est méchante. On a ça ancré dans nos têtes depuis des siècles. Et donc nous dire tu vas sauver une espèce de grenouille, autant se flinguer. Et donc c'est bien le problème. Donc ils jouent sur des choses qui sont très fortes, très puissantes. Ils s'en servent comme le Rattenfänger chez les frères Grimm pour amener les enfants et les noyer dans le cours d'eau. Sauf que les enfants, c'est nous tous. Les skieurs, les sportifs eux-mêmes voient bien, constatent maintenant, saison après saison, les paysans, que le calendrier est bouleversé, qu'ils ne peuvent skier quasiment que dans quelques stations dans le monde. Est-ce que finalement la prise de conscience pourrait venir d'eux-mêmes, ou est-ce que, parce qu'ils sont eux aussi partie prenante d'un système dont ils profitent, mais de manière tout à fait honorable, hein, c'est leur sport, et ils vivent de ça, c'est normal. Est-ce que finalement, ils vont continuer de se taire? On entend des voix quand même. Des voix. Je vous dirais que la réponse à votre question, c'est les mouvements paysans du début de l'année. Il y a une partie des paysans qui dit ça. C'est ceux de la Confédération paysanne. Ils sont très clairs là-dessus. Et les autres, je ne sais pas pourquoi, ils suivent leurs organisations syndicales et ils sont dans un déni forcené. Et donc, toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de lutter contre ce déni. Et plus vite on y parviendra, mieux on saura faire face, effectivement, à une réalité qui va être quand même très dure et très destructrice. Plus on attend, et plus ça sera dur. Je crois qu'une des difficultés pour les sportifs de prendre position, et l'exemple des paysans est excellent, je trouve, c'est qu'on a tous grandi dans le mythe collectif que nos enfants vivraient mieux que nous. Parce que c'est ça qu'on a bâti notre projet de société après la Deuxième Guerre mondiale, là-dessus. Et ça a été vrai pendant une quinzaine d'années, au cœur des années 60. Bon. Et pour un sportif, donc déjà pour nous, on a beaucoup de mal à se dire que nos enfants vivront pas mieux que nous. Et c'est pour ça que les discours populistes sont si séduisants. C'est parce que les discours populistes, ils vous disent c'était mieux avant et on va revenir à avant, ce qui évidemment n'était pas possible. Puis d'abord, le avant, c'est le avant de quand? Alors c'est le avant des années 60 peut-être pour la consommation, puis c'est le avant des années 80 pour la sécu, puis enfin bon, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce que c'est le maintenant pour la médecine? Bon, c'est pas très clair tout ça. Mais en tout cas, c'était mieux avant et donc on va vous ramener avant. Pour un sportif professionnel, il y a un dilemme énorme parce que s'élever contre le système, c'est en être exclu. Or, c'est son gagne-pain, puis c'est sa passion. Tout à l'heure, Boris disait on ne peut pas être saint d'esprit quand on veut être président de la République, il faut être complètement givré. Pour être sportif de haut niveau, il faut être complètement givré. C'est le même genre de choses, c'est extraordinaire. Ce sont des athlètes qui vont à un niveau de saturation de leur corps dont on serait absolument tous incapables, même si on aime bien parfois le croire en regardant des épreuves. Mais donc, prendre le risque d'être seul à dire non mais en fait ça c'est absurde, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc certains font des propositions qui ont l'air d'être du bon sens. Alexis Pinturault l'an dernier, et ça n'a pas été le seul, hein, je crois que Marc Odermatt avait pris la parole aussi sur ce sujet pour dire à la Fédération internationale de ski, les dates sont débiles, on va arrêter de commencer à Zolden en octobre parce qu'il n'y a plus de neige, donc on va pas, et puis on ne va pas faire Zolden en Autriche donc en octobre pour aller ensuite aux États-Unis, pour ensuite revenir en Europe, etc. Au moins une rationalisation du calendrier. Que dit la Fédération internationale de ski? Rien. Déjà, son directeur est un climato-dénialiste absolu, ou à peu près, donc il n'y a pas de problème. Et puis, eux, ils sont tenus par quoi? Qu'est-ce qui fait vivre la Fédération internationale de ski? Les épreuves de Coupe du Monde retransmises à la télé avec des sponsors. Donc, quand votre sponsor, Budweiser, il doit faire sa pub à tel moment aux États-Unis, au début de l'hiver, pour que les Américains n'oublient pas de boire de la bière alors que c'est l'hiver et plus l'été, je dis n'importe quoi, mais c'est des considérations comme ça, hein.
eh ben, vous ne pouvez pas bouger la date dans le calendrier. Donc vous êtes dans un système qui est complètement verrouillé, et qui est verrouillé par quoi ? Pas par le sport, pas par les athlètes, qui est uniquement verrouillé par le système d'exploitation financière du sport qu'il y a autour, et qui permet à tout le monde d'en vivre. Une question sur les recours, sur la justice. Je vais prendre un exemple très concret, qui est le conseil municipal de La Roche-sur-Foron, qui était soutenu d'ailleurs par un collectif associatif, qui a réussi à enterrer le projet qui était jugé mégalomaniaque du président du conseil départemental de Haute-Savoie, qui consistait en la construction d'un complexe dans une salle de spectacle de 8000 places. Dans le cadre des championnats du monde de cyclisme 2027, la facture était estimée à au moins 150 millions d'euros. On parle bien de La Roche-sur-Foron, hein. On n'est pas à Paris. Et je précise que ces championnats du monde se font sous l'égide de l'Union cycliste internationale, laquelle est présidée par David Lapartien, qui est aux commandes du CNOSF et qui vient de présenter sa candidature pour prendre la présidence du CIO. Est-ce que tout ça n'est pas la preuve quand même que la justice, à un moment, peut aider justement à la défense de l'environnement et de manière très concrète? Là, on voit bien que c'est possible. Oui, bien sûr. Les tribunaux administratifs, notamment, en fait, jouent un rôle très important quand même. Le Scott Maurienne, voilà, il y a des PLU qui ont été annulés. Il y a plusieurs PLU qui ont été annulés. Le PLU auquel je pense là comme ça, c'est celui de l'Alpe d'Huez, qui prévoyait la construction de je ne sais plus combien de milliers de nouveaux lits touristiques, alors qu'à l'Alpe d'Huez, on est à plus de 60% de lits froids. Donc les lits froids, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des lits qui sont touristiques, qui sont occupés moins de 5 semaines par an. En général, c'est même moins de 3 semaines. Donc le TA a dit, non, en fait, votre PLU, qui date de 2019, il y avait eu plein de recours, donc ça a mis du temps à arriver devant le tribunal administratif. Bref, ils ont dit, non, vous allez réhabiliter le parc existant plutôt que de construire des nouveaux lits. Et il y a il y a vraiment cette question des arbitrages qu'on fait. Quand on prend une décision, on a pris une décision sur les JO 2030, alors encore faut-il que 520 millions d'euros, ils doivent être ratifiés dans le cadre du vote du projet de loi de finances. Or, pour vous donner une idée, 550 millions d'euros, c'est le budget annuel de l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Donc, où sont les priorités ? Voilà, où sont les priorités, exactement. Dans un monde en réchauffement, où sont les priorités ? Est-ce que la priorité, c'est de permettre à Renaud Muselier, à Laurent Wauquiez, et encore, on ne sait pas qui seront les exécutifs régionaux à ce moment-là, mais de serrer la pince à tout un aréopage de chefs de gouvernement ou de représentants de leur gouvernement et d'athlètes et de remettre des médailles, etc., dans un climat, on ne sait pas, peut-être qu'il pleuvra, peut-être pas, j'en sais rien. Mais où est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est de se dire, pour préparer la transition du système au sens très large, en fait, on a vraiment besoin de donner un coup de boost sur la recherche. De la question de l'instrumentalisation d'un intérêt général à des fins d'intérêt personnel politique. Je vais inviter, pardonnez-moi, Cynthia Fleury à nous rejoindre pour conclure, mais pendant qu'elle nous rejoint, une question simple. Si vous étiez à la tête du CNOSF ou du comité d'organisation de ces Jeux 2030, comment aimeriez-vous penser, avec un collège bien sûr, avec un collectif autour de vous, comment aimeriez-vous penser ces Jeux Olympiques ? Je vous inviterai à me rejoindre dans mon statut de retraité. Parce que en fait là c'est vraiment toute la page qu'il faut tourner. Ça n'a vraiment plus de sens. Et la question va au-delà des Jeux Olympiques. Quel type de montagne à l'avenir ? Comment permettre à la montagne d'être aussi un lieu de refuge pour le sauvage, pour le vivant ? Comment faire qu'elle soit aussi, et la chose peut être paradoxale, mais aussi un lieu de pastoralisme, un lieu de tourisme beaucoup plus doux, un lieu de ressourcement, peut-être un lieu de spiritualité, mais certainement pas un Dubaï à la Roche-sur-Foron. Ariane ? Oui, je suis assez d'accord avec Dominique. Moi, il n'y a rien que je déteste le plus que la folie douce. Moi, le concept de la boîte de nuit de jour en pleine montagne, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Et je serais très très ennuyée, et je pense qu'on n'en a pas du tout parlé, mais je pense que les JO, on ne se pose pas assez la question du tourisme à travers les JO. Et la question de faire venir des gens pour regarder des épreuves sur 1 semaine ou 2 semaines, là encore, dans un monde en réchauffement, elle n'a aucun sens. Aucun. Donc,
des jeux virtuels où les gens pourraient regarder ça ailleurs, sans se déplacer. On va faire des jeux de l'e-sport probablement, et on pourra peut-être regarder ça depuis un refuge tranquille. Des JO dans le métaverse. Voilà, exactement. Chère Cynthia, que vous a inspiré ce dialogue ? Eh bien, écoutez, beaucoup de choses, parce que c'est vrai que là, le gouvernement Barnier, si je reprends simplement le départ de la discussion, avait je ne suis pas sûre que c'était vrai, mais avait une possibilité éventuellement de sortir du piège. La question, c'est pourquoi absolument s'y lancer, et je crois qu'on a eu pas mal de réponses là-dessus, sachant que la garantie financière, là, c'est plus de 500 millions, mais qu'on sait très bien que le prix final, c'est 3 milliards, hein, donc c'est pas tout à fait voilà, il faut bien comprendre ce qui se joue. En fait, ce qui a été très bien vu, je pense, c'est plusieurs choses. Un, ces grands raouts, parce que dans ces grands raouts, je mets aussi la COP, je mets aussi les G7, je mets aussi les sommets de la Terre. Bon, si vous voulez, on a une problématique qui est fondamentale, c'est comment on crée de l'agenda commun, parce que c'est important, de l'agenda universel, et en même temps, comment on le rend compatible avec un coût écologique qui a du sens, et un coût social écologique qui a du sens. Et ça peut être une question extraordinaire. Je veux dire par là, c'est pas que du renoncement, c'est aussi, on pourrait tout à fait créer demain des jeux où effectivement nous restons là où nous sommes, mais à des heures multiples, nous nous retrouvons par le biais de... Donc ça veut dire que éventuellement, tant pis, on courrait différemment, pas forcément les uns à côté des autres, mais différemment, avec d'autres formats à inventer, avec certains qui courent la nuit, d'autres qui courent le jour, et on pourrait tout à fait dire, mon Dieu, mais quelle immense vibration partout dans le monde, au même instant, on fait, l'autre il est à 2h du mat, il est obligé de descendre, il doit nager... Tout se raconte. Donc, c'est pas moi qui vais régler le programme des prochains jeux, je rassure les uns et les autres. Mais tout ça pour dire que la faiblesse, si vous voulez, d'ingénierie, d'inventivité, elle est à pleurer quand on voit par ailleurs, malgré tout, les conséquences graves. Donc ça, c'est un des grands enjeux, c'est comment on fait rassemblement demain sur des très très grands points comme ça, parce que c'est important. Moi, je suis pas. Ça constitue aussi pas que des fausses vibrations. Ça constitue du commun, mais le commun aujourd'hui, il doit être compatible avec la question anthropocénique. Et c'est vrai que on a bien vu qu'on fabrique du consentement. Donc, on fabrique du consentement par un certain type de scénarisation. Il ne tient qu'à nous demain de fabriquer du consentement au service d'un respect de ce qui se joue avec la crise climatique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, et Michel Luceau connaît bien ça, c'est-à-dire que c'est la création de non-lieux. C'est la création, si vous voulez, par de la déterritorialisation, parce que c'est quand même un petit peu ça, l'internationalisation comme ça de spots où on vient dénaturer les endroits. C'est mis en place, les villes-mondes, depuis maintenant la mondialisation a organisé ça, et le seul souci, et c'était quelque chose que connaissait bien également Bruno Latour, avec sa volonté d'atterrir, c'est que c'est là aussi antinomique des habitabilités dignes, respectueuses, réciproques. Donc on crée du non-lieu. Or, on a besoin d'un lieu pour habiter. Donc, on le sait, tout ça. Alors moi, je suis très tranquille, parce que comme tout le monde, je trouvais ça très sympathique, les jeux, et voilà. J'étais au Conseil de Paris, moi, quand on a pris la décision de faire les jeux. La seule, je le dis parce que quand même, comme quoi ça n'a servi à rien, mais c'est pas grave, la seule qui est votée contre, c'est moi. Donc, je suis très tranquille, je suis raccord, si vous voulez, entre 2024 et 2030. Parce que pour moi, c'était surréaliste de faire 2024, indépendamment de la chose très sympathique que ça a été. Mais c'est pour moi surréaliste de continuer. Mais si vous voulez, je vais vous le dire, mais le problème, une fois que c'est voté, qu'est-ce qu'on fait ? On organise la double peine ?
Donc, si vous voulez, une fois c'est voté, c'est fait. Moi, je me range, voilà, et je ferai le maximum pour que 2030, je ne sais pas quoi, soit possible et intéressant et le moins dommageable possible. Donc, de toute façon, nous sommes ensuite coincés pour essayer de faire au mieux. Mais en revanche, avoir une réflexion en deçà de dire, écoutez, sincèrement, 21e siècle, continuer de produire ce type de grand raout, alors qu'on sait ce que ça coûte et qu'on a des arbitrages surréalistes à mettre en place pour protéger les contrats sociaux, oui, je pense que c'est au minimum manquer de maturité, on va dire. Merci Cynthia. Je vous donne rendez-vous dans 6 ans, en octobre 2030, pour débriefer ce qu'auront été les Jeux Olympiques d'hiver quelques mois plus tôt. Merci infiniment Ariane Crenel, Dominique Bourg et Cynthia Fleury. Je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions dès maintenant à Anne Bouvreau et Thierry Ménissier pour parler d'intelligence artificielle. On a une petite pause de quelques minutes et après on enchaîne sur un très beau verbe qui est le verbe résister avec Cynthia, Hamida Aman et l'artiste Najal Boukaï. Merci.